Mémoire de mon père, Guyane, séquence 4. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton goût pour la lecture. D'où est venu ce goût pour la lecture à Cayenne? Le goût pour la lecture à Cayenne, c'est toute une histoire. Nous avons singulièrement manqué de papier. Je mets entre guillemets papier, parce que papier c'est le journal, la lecture, c'est tout ça. Ces choses-là n'arrivent guère couramment à Cayenne. Du reste, un exemple, il n'y avait qu'un bateau par mois, parfois tous les 2 mois, qui débarquait à Guyane, à Cayenne, tout au moins, avec des journaux, des livres, tout. Mais c'était tout. Et c'était pour une librairie, c'était la seule de Cayenne, ça s'appelait la librairie Gratien. La librairie Gratien. Gratien. Tu te rappelles ce nom, Gratien? Oui, ça me dit quelque chose. Le fameux joueur de ping-pong. Ah, c'était Gatien, peut-être. C'était Gratien. Ah, il y avait un Gatien ici en France, oui, oui, oui. Ah oui, Mais lui, c'était Gratien, c'était Étienne Gratien. Gratien. Donc il portait le même nom que cette librairie. Exactement. Voilà. Du reste, la librairie appartenait à sa maman. D'accord. Donc cette Il librairie-là. faisait partie de ces joueurs qui venaient depuis 6 h du matin avec leur sandwich et qui attendaient qu'on ouvre la porte pour jouer Oui, je m'en souviens très bien. aux états. Donc dans cette librairie-là, il y avait beaucoup de livres, différents livres ou très peu en fait? L'œil de Guyane de cette époque-là te dira, il y avait beaucoup de livres. Mais comparé à n'importe quelle librairie d'ici, tu vois, ce n'est plus pareil. Alors, du reste, significativement, on recevait beaucoup plus de journaux, de magazines, que de livres. Quand on cherchait un livre qui nous était recommandé par le professeur, on disait à monsieur, mais où allons-nous trouver ce livre? Il dit, mais allez au moins à la bibliothèque. Il y a une bibliothèque. Mais elle était aussi peu fournie que la librairie. Du reste, elle était fournie par la librairie. D'accord. Est-ce que tu te souviens de tes premiers livres, des premiers livres que tu as aimés? Le premier livre que j'ai eu en main, j'étais en 6e, c'était la fin de la 6e. On donnait des prix à la fin de l'année. Et le premier livre que j'ai eu en main, c'était Le Dernier des Mohicans. Ma première, je peux dire que c'était ma première lecture réelle. C'était la première fois que j'allais d'un bout à l'autre d'un livre. Et que l'histoire me passionnait parce que j'ai dû mettre 2 après-midi pour lire tout le livre, mais je l'ai lu en entier, je l'ai relu même. Plusieurs fois. Alors, ceux qui allaient avec le livre, pour la culture, c'était le cinéma. Seulement, il n'y avait que 3 cinémas. Et on n'y passait que des films, généralement, tu vois bien, les films qu'on apportait à Guyane, c'était des films qui étaient passés déjà depuis 5 ou 6 ans en France, et qui venaient, ils étaient amortis largement. Du reste, à un moment, je ne sais pas si je te l'ai dit, papa avait lui-même monté un cinéma, un petit cinéma de village. Hein. Et donc, il ne pouvait pas commander des films en France, il a essayé à plusieurs reprises, on lui dit que ce n'était pas possible, il fallait passer par les gens qui avaient des cinémas en Guyane, ils étaient prioritaires à apprendre tous les autres. Alors papa a dû s'acoquiner avec son membre, avait dû faire... à Miami, quoi. Voilà. Avec surtout un monsieur qui s'appelait monsieur... J'oublie le nom, je te dirai peut-être le numéro tout à l'heure. Mais pourquoi il voulait faire... Il a monté un cinéma, ton papa? Eh ben, ça lui est venu comme ça. D'accord. Il a dit, tiens, j'ai une voiture. Il était assez rentable d'avoir une voiture déjà à Cayenne. C'était une Citroën qu'il avait. Une Citroën. Alors, il allait dans 3 communes. Montjoly, Rémy et Matoura. C'est dans ces 3 communes. Alors, il y avait le mardi, le jeudi et le samedi. Du reste, ça a été une source de discussion avec maman. Maman était contre. Elle était contre pourquoi? Parce qu'elle disait à papa, au lieu de demander aux enfants s'ils ont fait leur devoir, tu leur demandes s'ils peuvent venir avec toi pour... Parce qu'une fois qu'on était parti, on partait au début de l'après-midi, 5 h, 6 h, on a fait l'après-midi, et on restait là-bas jusqu'à 10 h, 10 h 30. Il fallait tout remonter, revenir à la maison, on arrivait à 11 h. Il sortait son petit cinéma de campagne avec des instruments. Exactement. Et il allait comme ça, les gens venaient voir les films. Exactement. C'était gratuit ou c'était... Ah non, si il faisait payer à l'entrée, tu vois, il avait ses tickets. Du reste, il savait très bien comment ça fonctionnait au niveau de l'administration, parce qu'il devait payer une taxe. D'accord. Et la taxe, c'était en fonction du nombre de
Olivier qui l'a vendu. Donc il avait acheté une sorte de projecteur en fait. Ah oui, oui, c'était un projecteur entier, quoi. D'accord. Mais un projecteur portable. Je me rappelle, il y avait 2 valises, il y avait le projecteur et il y avait le... Comment ça s'appelle un appareil en dessous qui colportait la musique, si tu veux, la musique et les paroles pour le son. D'accord. C'est un appareil qui est détaché de l'autre, l'appareil primordial, si tu veux. D'accord. C'est celui qui te fait tourner le film. Bien sûr. Le film tourne. Mais comme c'était assez souvent des films muets, quand on voulait avoir les paroles en plus, il fallait avoir Un gramophone ou tout ça, non? un gramophone. Ouais, Il y avait un toboggan, disons. D'accord, je chercherai. Ouais. Et toi, tu faisais tourner le film, qu'est-ce que tu faisais quand... Ah non, je mettais en route le film, D'accord. tu vois, le film et l'appareil en question. D'accord. Tu vois. Tes frères et sœurs, vous alliez tous avec ton père pour... Comme par hasard, c'était toujours moi qui étais désigné. Le jour où je leur disais, bon, Eric, je crois que cette semaine on ne peut pas, parce que tu comprends, il y a un bal ici, il y a un bal là. Georges a toujours pris, et quand Georges a pris, José ne va pas lui, ils sont toujours pris. Donc on se rebattait sur moi. Et c'est ce que au moment où je reprochais papa, mais comment, de toute la semaine, et Eric n'a pas fait un devoir, il n'a pas appris une leçon, et tout, et tu l'emmènes au cinéma, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Papa disait, mais s'il veut vraiment apprendre, il apprendra parce qu'il en a les moyens. D'accord. C'est impossible. Bon, enfin, lui, c'est son cinéma qui doit être tout. Du reste, il y a même une anecdote que, si on était là, tu aurais raconté l'université. Le jour de la mort de Christian, écrasé par un camion. À 17 ans, donc. À 17 ans. Figure-toi que le soir où le cadavre était exposé à l'hôpital, il était allé au cinéma, il a dit, écoute, il faut que je garde ma clientèle. Ton père? Il a dit ça à son épouse. Donc, le jour de la mort de son fils... Il a aller avec lui, parce que personne ne voulait aller. Donc, le jour de la mort de son fils, il est quand même allé donner une séance de cinéma, quoi. Maman lui a reproché toute sa vie. Bah oui. Ce que tu fais là, c'est criminel. Oui, c'est sûr. Mais de manière générale, est-ce que toi, tu aimais aller avec ton père et monter le cinéma? Pour moi, tu comprends, c'était nouveau, c'était une ouverture aussi pour moi. Je voyais des films, j'aimais bien la lecture, mais j'aimais autant voir un film. Bien sûr. Surtout qu'il passait le genre de film qu'on passe encore maintenant, des films muets, de Charlot, Buster Keaton ou... Exactement. Mais il y avait un lien, parce que c'était que des films muets ou c'était aussi des films parlants? Rarement. Papa a eu des films parlants dans la deuxième partie. Mais au début, il passait des films muets. Ce qui faisait rire les gens, surtout qu'il y avait des plantations de canne qui étaient exploitées par des... Chez nous, on disait des nègres anglais, mais c'était des gens qui venaient des Antilles anglaises. D'accord. Alors qu'ils venaient pour travailler la canne. Et ces gens-là, ils étaient heureux de savoir qu'il y avait quelqu'un qui, très proche de chez eux, venait en fois, ils venaient en groupe, en gros groupe. Ici, ils remplissaient la salle. Il y en avait même qui restaient assis sur le rebord de la porte du cinéma et qui avaient payé. Et papa disait, mais non, il faut rentrer, vous avez payé. Il dit, ah non, je vois mieux ici que là-bas parce qu'il y a trop de monde à l'intérieur. D'accord. Et il y avait du monde donc à toutes ces séances en fait? C'était plein? Ah, généralement, oui. D'accord. Surtout dans ces deux communes-là, Montjoly et Matoury. À Matoury, il y avait des champs de canne. Il y avait 200 à 300 personnes. Ah, carrément. Bon, elles ne venaient pas toutes, mais quand un monsieur venait avec son épouse, deux enfants, c'était une famille entière. Bien sûr. Bien sûr. Et alors, ça a duré presque une dizaine d'années. D'accord. Il y avait un peu des liens entre le cinéma, souvent il y en a, entre le cinéma et la littérature. Est-ce que le cinéma a prolongé ton amour, entre guillemets, pour la littérature? Ah oui, absolument. Parce que dans le cinéma, non seulement je m'y retrouvais, mais c'était l'image qui bouge pour moi, tu vois ce que je veux dire. C'était autre chose. Quand je lis un livre, j'ouvre un livre, je lis, le livre se passe dans ma cervelle. Tu vois ce que je veux dire. Je fais corps avec le livre, je fais corps avec l'auteur, j'admire sa façon d'écrire. Bon, tout ça, je le relève. Mais le cinéma, c'était autre chose, c'était une autre dimension. Bien sûr. D'accord. Les premiers auteurs que tu as aimés en littérature, je sais que tu as fait une maîtrise sur Baudelaire plus tard, et puis tu aimes beaucoup Voltaire aussi. Après, effectivement. Mais au départ. On a eu beaucoup de. Je me rappelle qu'à l'école, par exemple, beaucoup de poèmes de Victor Hugo nous sont restés en tête. Par exemple, il y a un poème qu'on récitait dans tout le lycée, c'était La mort du chien.
Je ne sais pas si tu connais ce poème, Victor Non. Hugo. Ah, c'est un poème, tu vois, un poème qui est, comment te dire, qui fait pleurer, finalement. Bien sûr. Mais c'est Victor Hugo. D'accord. C'est un chien qui est sur le quai, le maître était parti pour pêcher. Mhm. Et il est resté 3 jours sur le quai, 3 jours pendant lesquels il n'a pas vu son maître. Il est resté sans manger, sans rien, il refusait toutes sortes de choses. Il refusait même de se lever quand les gens l'accusaient, et il ne bougeait pas de là. Et je me rappelle que Victor Hugo, le dernier vers, c'était le maître va venir, mais le chien sera mort. D'accord. Donc, alors, donc Victor Hugo, sinon d'autres auteurs en particulier? Tu sais, c'est des auteurs très connus, Bien sûr. tu vois ce que je veux dire. Victor Hugo, c'était le plus Marquant pour toi? marquant, effectivement. Et puis alors, des poètes genre de la même époque, des poètes de l'époque romantique, Lamartine, Musset, tu vois, tous ces gens, c'était nos lectures favorites. Donc, tu es entré en littérature par la poésie, presque, on peut dire? Les deux, la poésie et des romans. D'accord. Et des romans, donc des romanciers en particulier? J'ai lu pas mal de romans. Alors, on a commencé par des romans qui étaient celui dans la librairie de l'école, genre, bon, je vais donner des exemples. C'est celui qui était très jeune et qui est mort très jeune, il n'a écrit que 2 romans. Tu sais, Au 19e aussi? Non, non, du 20e même, du 20e. Attends, je vais donner un titre de roman. Le bal du comte Orgel, ça dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose, mais j'ai oublié le nom. Celui qui a écrit, effectivement. Mais il n'est pas très très connu. Je crois quand même qu'il a que j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai revu il n'y a pas longtemps. Il y a le bal du comte Orgel, mais il y avait un roman plus célèbre. C'est l'histoire de ce gars qui était parti pour la guerre, et la fiancée du gars qui était parti pour la guerre a connu un autre gars entre-temps. D'accord. Ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, mais alors j'ai pas trop d'idées en tête. C'est très connu pour longtemps, hein, c'est très connu. D'accord. Que ça soit lu. Bon, on verra. Oui, On verra. on verra ça, ça me reviendra. D'accord. Alors, il y avait ça, mais beaucoup de poésie, hein, on consommait beaucoup de poésie. D'accord. Les gens aimaient beaucoup. Et toi, ta maman me racontait que souvent tu étais dans ta chambre en train de lire. Est-ce que c'est un mythe ça ou c'est quelque chose de Dans vrai? la chambre, oui, je m'en fais même. Quand il y avait, tu sais, la maison, je te dis, c'était la maison des enfants, Bien sûr. des jeunes de Guyane. La maison était toujours pleine. Pleine en bas et parfois pleine au premier étage, parce que il y en a qui s'arrondissaient à aller au premier étage alors que papa n'était pas là, ou maman était sorti et tout, tu vois. Ils s'amusaient parce que le premier étage donnait accès au balcon. Donc une fois qu'ils étaient sur le balcon, ils faisaient des bêtises sur le balcon, ils interpellaient les gens qui passaient, tu vois. Mais dès qu'ils voyaient arriver maman ou papa, ils redescendaient et puis hop, tout le monde était dans la cour. Bien sûr. Alors moi, pour ne pas être dérangé, souvent il m'arrivait d'aller lire dans la chambre, notre chambre à nous. D'accord. Tu vois. Et tu dévorais en fait? Ah oui, c'est vrai. Et il y avait chez nous des journaux spécialisés dans le cinéma. Des journaux, par exemple, avec un titre de film. Alors, ils te donnaient tout ce qui concerne le film. Quand le film était conçu, à quelle année il est sorti. Ça s'appelait du reste, ça avait un nom très cinématographique. Tu vois comment les choses m'échappent maintenant. C'est ancien aussi. Je les adorais, ces journaux, parce qu'ils étaient coloriés, tu vois, en mauve, violet, vert, tu vois. Alors chaque titre donnait naissance à des pages mauves. Mais c'était des journaux fabriqués en Guyane même? Ah non, qui venaient de France. Hein. Qui venaient de France, d'accord. Fabriqués en Guyane, il n'a pas eu les moyens de faire ça. Et puis ça me permettait de connaître les acteurs. Il y avait toujours en couverture ou une grande actrice ou un grand acteur. D'accord. Gabin, Charles Boyer, Sophia Loren, tout ça qui sont venus après. Tu vois, de grands acteurs italiens, français, américains surtout. D'accord. Et puis alors, donc, et à un moment, il y a eu on a compté jusqu'à 4 cinémas à Cayenne. C'était vraiment... 4 cinémas pour... Oh oui, c'est... 4 cinémas de Cayenne. D'accord. C'est quand même beaucoup, je trouve. Pour nous, c'était beaucoup, tu vois. Mais il faut bien te dire que sur 4 cinémas, il n'y en avait qu'un qui te passait des films, voilà. D'accord. Les autres, ils commandaient des films qui coûtaient moins cher, bien sûr, bien évidemment, parce que c'était des films qui avaient été passés depuis longtemps. Pour la plupart, c'était muet, du reste, c'est significatif. Et depuis longtemps, c'était donc, des films
qui datait par exemple des années 45 Mhm. et qu'on passait chez nous en 52 ou en 53. D'accord, c'est Et vrai. il te disait, pour la première fois en Guyane, tel auteur, etc. Telle œuvre. Mais les gens y allaient en masse. Il faut voir la queue qu'il y avait devant le cinéma pour un film. Mhm. Bien qu'il y ait 4 cinémas, il y avait quand même beaucoup de Au monde. cinéma, il y avait énormément de monde. Oui. Surtout que le cinéma ne fonctionnait que samedi et dimanche, D'accord. 2 jours. Alors le samedi et dimanche, du reste, moi, il m'arrivait souvent, pour voir un film, il y avait des gens qui faisaient la queue. Alors je m'approchais des gens qui font la queue, des pères de famille, par exemple. Tu dis, écoutez, la queue va être longue, hein. Moi j'ai du temps à perdre. Si vous voulez, je vous prends le ticket, mais vous m'en payez un. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes comme moi, tu vois, qui allaient au cinéma grâce à ça. D'accord. Le père Pami disait oui, très volontiers, tu vois, il disait voilà, la place coûte tant, il te paye une place. D'accord. Mais tu fais la queue pour lui, pour arriver, Oui. tu as 4, 5 tickets qui t'a payé, tu donnes ce ticket et tu les retiens et tu rentres. Un véritable système D, en fait. Chez nous, il y avait ça avait un ordre de ce genre-là. En créole? Oui, en créole. Ouais. Tu t'en souviens? Je vois, il disait sans souflex. Alors ça veut dire, je traduis un peu, qui est-ce qui est capable de me donner 100 sous? 100 sous, c'était 20 centimes. Hein? D'accord. 100 sous, 20 centimes. Qui me donne 20 centimes pour 2 places? Tu vois? Ça veut dire que tu lui évites de faire la queue, il peut rester, il peut discuter, il peut aller au bar même, et tu lui apportes après la place pour laquelle tu as de l'argent, tu lui apportes sa place. Mais il n'y avait jamais d'un tour de pèlerin parce que un gars qui faisait ça, il savait que s'il le fait une fois, il est catalogué une fois pour toutes, et puis personne ne lui demandera. D'accord. Tu vois? Alors c'est vrai, il faisait confiance aux fils de famille, tu vois, il dit, chacun ne me fait pas un tour de pèlerin, je te connais, je connais ta mère, je connais ton père. Je dis oui, c'est pas la peine. Mais je faisais la queue, tu vois. Il m'arrivait des fois dans une soirée, avant même que le film commence, j'avais le ticket du film, et le gars m'avait payé 2 tickets de plus pour le lendemain. D'accord. Parce que le lendemain, il y avait soit un western, soit des films de gangsters. Alors les films de gangsters, ils en raffolaient. Donc, tu allais combien de fois on va dire par mois au cinéma? Tu allais tous les week-ends pratiquement ou Pratiquement tous les week-ends. Ouais. Alors ce qui est bien, justement, ça me rappelle qu'il y avait un cinéma le matin pour les enfants, pour les jeunes. Et généralement, c'était nous, 14, 15, 16 ans, c'est au sortir de la messe, parce qu'au moment où on est obligé d'abord d'aller à la messe, on était censé y aller, même quand on n'allait pas. Des fois, on allait du côté de l'église, et on jouait au ballon autour de l'église, et puis une fois que la messe était finie, on voyait bien sortir les gens, on se met à la foule, on se dit, on ne sait jamais si maman est montée, elle est venue nous voir, et on était dans la foule, on nous voyait, je faisais signe à maman, et je dis, bon, on va au cinéma maintenant, hein. On dit, tu as bien assisté à la messe? Ah oui, on disait que oui, on a bien assisté, sans aucun problème. Il y avait toujours 2 ou 3 garçons avec moi, tu vois, qui avaient joué au foot, et qui faisaient comme moi, parce que pour peu que leurs parents viennent, donc ça nous permettait de dire, on est allé à la messe, nous sommes délivrés, on peut donc aller au cinéma maintenant. Ah, il y avait le cinéma des enfants. Enfin, pas des enfants, le cinéma des jeunes plutôt. C'était le temps des jeunes, Exactement. Alors si c'était le moyen pour les filles de se faire admirer, les filles avec leur belle robe, et c'était censé aller à la messe aussi, on voit que les filles, elles entraient dans l'église vraiment. Alors elles avaient les belles robes, elles se faisaient admirer et tout, et puis alors elles allaient au film, au cinéma donc, après la messe, et une fois que le cinéma était terminé, maman était juste en face. La plupart des jeunes qui avaient assisté au film, ils venaient discuter du film chez nous. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils savaient. Alors chez nous, à un moment, papa avait mis un frigo, un grand frigo qui venait des États-Unis du reste. Du reste, c'est un des premiers qu'on appelait Frigidaire. On avait appris que la marque Frigidaire venait des États-Unis et on avait donné le nom. C'est une marque au départ. Exactement, c'était une marque. C'est mis en commun ensuite. Voilà. Alors papa avait pris donc. Alors il avait mis à côté de la salle de ping-pong le frigo qui fonctionnait et on devait vendre des glaçons pour les gars qui en achetaient. Je me rappelle, c'était 1 centime le glaçon. 1 centime à l'époque, c'était comme si, je sais pas, 10 ou 12 francs aujourd'hui. D'accord. Alors c'était ça. Alors, je me rappelle qu'une fois qu'ils sortaient de la messe, le bac à glace était plein. Et maman faisait ce qu'on appelait, ça s'appelait des frozen chez nous. Mais frozen, c'était fait avec une barre de glace. Je ne sais pas si tu vois ça. On allait le matin chercher la barre de glace, c'est des gars qui en venaient comme ça, ils avaient des machines pour ça. Une barre de glace qu'on enveloppait dans un chiffon, et la barre de glace tenait, il fallait la mettre à l'abri du soleil, il était à l'ombre, et on coupait au fur et à mesure de la glace pour faire.
pour faire marcher. Ça marchait comme une sorbetière. Ah oui, voilà, les sorbetières. Une sorte de sorbetière. Et il faut voir que dans une journée où il y avait cinéma, ou le samedi ou le dimanche, maman encaissait à peu près, je ne sais pas, l'équivalent de 100 francs d'aujourd'hui. D'accord. 15 euros, quoi. Ouais. À peu près. D'accord. Et justement, la sorbetière, c'est. Parce que moi j'ai bien connu, donc le sorbet, tout ça, etc. Est-ce que c'était à la même époque aussi? À la même époque. Il y avait des dames qui sortaient dans la rue, du type, elles étaient habillées un peu comme Tata, Maman Lise, Tata Lise, qui était la grand-mère de Yvon et Alain. Et Alain. C'était leur grand-mère. Et cette grand-mère-là, à un moment, alors elle mettait une sorte de turban, un béret. C'est pas un béret vraiment, tu sais? Oui, je vois un peu jaune, rouge, vert. Voilà, et c'est entouré autour de la tête. Comme sur les bouteilles de rhum, par exemple. Exactement. Et alors, et sur la tête, elle mettait la sorbetière. Et elle allait d'une rue à l'autre, sorbet, sorbet. Et quand les gens appelaient, elle se baissait, elle déposait la sorbetière. Ça tournait 2 ou 3 minutes. Au bout de 30 minutes, le sorbet était prêt, tu vois, et elle servait le sorbet. J'ai connu ça pendant un certain temps. Donc, et toi, tu en manges pas mal du sorbet parce que c'était très bon. Ah oui, bon, bien mais le sorbet, maman le faisait de temps en temps pour nous, 2 ou 3 fois par mois, tu vois. D'accord. 2 ou 3 samedis. Ça continue une tradition qui a continué quand même quand elle est venue en métropole. Parce que moi, j'en ai souvent profité du sorbet en famille. Ah oui, tu as dit, non, tu n'étais pas encore né. Tu n'étais pas né quand maman habitait Bois-Luzy? Non, je crois pas. Je m'en souviens pas. Mais moi, je me souviens qu'au Cadeno ou à la Morandière, non, tu n'étais pas né. on en faisait souvent du sorbet avec de la glace, on tournait la sorbetière. C'était à l'instigation de maman, c'était elle qui donnait le sorbet. Elle préparait le tout le matin, tu vois, elle le mettait dedans, et puis il fallait tourner. Voilà, exactement. On tournait en famille, chacun son tour. Exactement, tu vois. Il faut attendre que le sorbet lui-même devienne dur. Et quand il devient dur, elle distribue entre tout le monde, tu vois, et puis après, elle referme et elle refait une deuxième tournée. D'accord. Mais c'était un régal, le sorbet. Ah oui, j'imagine. Mais c'était des choses sucrées quand même. Hein. Très sucré. On prenait des boîtes de lait condensé sucré. Bien sûr. Et tu parles de frigo, mais il n'y avait pas beaucoup de familles qui avaient un frigo à l'époque, je suppose. Ah non, c'était voilà. Les choses qui sont venues de notre époque, dans les années 45-50, ou à partir de 50 si tu veux, c'est le poste de radio. Le poste de radio, il est venu en 45-46. Okay. Je me rappelle, j'avais gagné un prix au cinéma parce qu'on te disait une semaine après le film, tel film est passé chez nous il y a 2 semaines ou une semaine, quels étaient les acteurs principaux et qui était le metteur en scène. Si tu ne le sais pas, tu vas le faire parce qu'il fallait dans la journée même le prendre. Alors moi, j'avais mes journaux qui étaient classés. J'allais voir le journal tout de suite et moi j'étais toujours parmi les premiers à donner des réponses. Et j'ai gagné à plusieurs reprises des radios, des montres, toutes sortes de choses, tu vois. Et M. Parfait m'avait même dit une fois, on finira par ne pas plus vous admettre parce que c'est vous qui gagnez tous les prix. Et les gens commencent à rouspéter, ils disaient. Tu vois. Mais donc tu dis le poste de radio ensuite, donc comme nouveauté, comme... Poste de radio. Donc qu'est-ce qu'il y a eu après? Frigo, tu me dis. Il y a tellement de choses après. Par exemple, papa était une des 10 premières voitures de Cayenne. D'accord. Tu vois? De Guyane donc, finalement. Non, pas de Guyane, parce qu'il y a d'autres communes. Il y avait des gens qui avaient des voitures moins nombreuses qu'à Cayenne, par exemple. À Cayenne, quand il y avait 10 voitures, à Saint-Laurent, tu en avais 4 ou 5. D'accord. Parce que Saint-Laurent, c'est la deuxième ville. Oui, mais ça n'arrivait pas d'abord à Cayenne et ensuite à Saint-Laurent. Ah non, c'est Cayenne d'abord, et puis à Saint-Laurent, où il y avait des gens qui étaient à Guyane, et comme quand ils ont eu la voiture, ils sont partis avec la famille, soit à Cayenne, soit à Kourou, qui commençaient à s'ouvrir plus ou moins. Tu vois. Donc ton père a été celui qui a eu l'une des premières voitures arrivées à Cayenne. Voiture à Cayenne, mais c'était par nécessité. En fait, si tu veux, il a utilisé une des premières voitures qui est arrivée, mais il l'a acheté à quelqu'un. D'accord. Il l'a acheté à quelqu'un d'occasion. Et ça lui a servi pour son cinéma. Tu vois. Et si bien que quand son cinéma a marché un peu, il a vendu cette petite voiture à quelqu'un d'autre pour acheter une Citroën qui était plus spacieuse et qui avait un coffre plus spacieux aussi. Donc, poste de radio, voiture. Alors, poste de radio, voiture, frigidaire. Je me rappelle qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait une dizaine de personnes tout de plus qui avaient des frigos. Ça, c'est vers 45-46. Voilà, c'est dans ces années-là. Parce qu'on a connu, jusqu'à ce qu'arrive le frigidaire, on a connu
on te disait va à la glacière. Quand on dit va à la glacière, c'était aller à l'endroit où travaillait monsieur, on l'appelait monsieur Glacière. D'accord. J'ai jamais su si c'était son nom vraiment, mais en tout cas on l'appelait monsieur Glacière. Alors, mais c'était impressionnant, il y avait des étages et des étages en bois, et tu entendais les morceaux de glace qui étaient grands comme ça, et ils devaient peser à 10 ou 15 kilos. Tu vois. Dans une journée, ils en faisaient 2 à 300. D'accord. Et il y a des gens qui venaient chercher avec sur la bicyclette. D'accord. Ils mettaient ça sur la bicyclette, ils coupaient en deux tout d'abord, ils l'enlevaient bien parce qu'il fallait toujours éviter le soleil est toujours chaud chez nous. Et alors, il y en a qui venaient prendre des glaçons, enfin une barre de glace. Ils venaient une barre de glace, on disait une barre de glace. Je me rappelle, on venait acheter ça, on achetait par barre. Alors si tu veux une demi-barre, ils coupent en deux, puis ils donnent une demi-barre. Mais tu ne prenais pas moins, hein, ou une demi-barre ou une barre. Et ça permettait de conserver les aliments avant l'arrivée du frigo? Ça... Aussi. Mais il faut dire que pour conserver les aliments, si tu voulais conserver par ce système-là, il fallait en prendre tous les jours. Bien sûr. Il fallait en prendre tous les jours, parce qu'une fois que tu as acheté une barre, le soir, ne serait-ce que le soir, il fait déjà chaud, même si c'est bien développé, parce que ça a conservé un petit peu. Mais si le lendemain matin, dès la première heure de la matinée, tu ne veux pas une barre, ça finira pas. Bien sûr. Si bien que chez nous, les seules choses qu'on arrive à conserver assez bien, en dehors de la glace, c'était le poisson. Parce que pour le poisson, on savait qu'il fallait mettre du citron. Tu citronnes un poisson par exemple un jour, ça peut rester 2 jours dans un placard. D'accord. Si le placard est bien fermé, tu vois, à l'abri du soleil, bien évidemment, tu conserves le poisson bien citronné. Du reste, on disait chez nous le poisson mariné. Tu vois, c'est ce que je vais faire assez souvent. Tu vois, l'autre jour, par exemple, j'ai fait le blanc pour Valérie. Dès le matin, j'ai sorti le poisson du congèle, j'ai mis à mariner, oignons, herbes, toutes sortes d'herbes, tout, citron et tout, tu vois. Et puis, je ne l'ai même pas mis dans le frigo, j'ai laissé sur le plan de cuisine. D'accord. Et je dis le bas maintenant. Le blaf, je l'ai fait très tard le soir, il était déjà 21h parce que Valérie attendait que sa fille parte avec ses amis à Marseille. Donc il fallait que j'attende pour faire le blaf. J'ai fait le blaf à 21h. Si bien qu'elle a mangé tout chaud, mais le blaf que j'avais sorti depuis la veille du frigo et que j'avais mis à mariner et que j'ai laissé seulement sur le plan de cuisine. D'accord. C'est comme ça exactement que vous faisiez à l'époque en Guyane? On faisait à l'époque quand on n'avait pas le frigo. Et ça a changé la vie, le frigo? Quand le frigo est venu, il dit de dire que le monsieur qui faisait les glaces, là, il a tenu un an ou deux, et puis après, évidemment, il a pas évité. Hein. C'était la disparition d'un petit métier, en fait. Ah ouais, absolument. Mais un métier qui fonctionnait, du reste, il employait toujours 3 jeunes, tu vois, qui parce qu'il faut voir, c'était impressionnant. On allait souvent rien que pour regarder. Tu vois, on allait pour regarder, tu voyais les parties des salles. Mais comment il faisait ce genre de glace, lui, dans ce cas-là? Lui, il avait un système. Ah oui, d'accord. Il devait avoir toute une sorte de carburation en haut. Il y avait des tuyaux tortueux qui montaient, tu vois, et qui faisaient la glace avec le même système que le frigo, je suppose. D'accord. Tu vois. Mais ça nous impressionnait. Chaque fois qu'on allait, on entendait le bruit des barres de glace qui tombaient sur le bois. C'était impressionnant.